Salut les geeks, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le premier épisode de Geek in World. Et oui, on a souhaité se diversifier et on s'en va s'intéresser de plus en plus au podcast audio. Donc, c'est le premier épisode du podcast Geek in World et on a décidé que ça serait un complément à la chaîne YouTube Geek in World. Et là également, on va parler de cinéma, séries télé, également de temps en temps de produits high-tech et pourquoi pas de produits dérivés, on verra. Ça se veut être un podcast un peu plus libre. On va essayer de se rattacher le plus possible à l'actualité car apparemment on va dire que ça va être un peu plus simple de partager des choses et d'être le plus proche possible de l'actualité lorsqu'on utilise l'audio plus que la vidéo. Enfin en tout cas c'est ce qu'on va essayer, mais bon voilà. C'est notre premier podcast audio, ça va sûrement pas être parfait, donc soyez indulgents, on va bien sûr s'améliorer par la suite. Et alors, je suis très heureux pour ce podcast parce qu'il y aura d'autres invités, mais là, ça va être Cyril, mon acolyte, qui bosse avec moi pour les vidéos débats. Alors Cyril, ça va ? Oui, je suis pas un alcoolite. Oui, bien sûr, ça va. On en avait marre de voir nos tronches en fait au montage, donc ça va être un petit peu mieux comme ça avec juste la voix. On va essayer. Hein. Donc ce podcast, normalement, parce que là on débute, donc on a activé des contacts pour diriger nos podcasts vers le podcast d'Apple, Spotify, et évidemment YouTube. Donc, à l'heure où nous parlons, je ne sais pas si tous ces tuyaux, on va dire, sont activés, mais normalement, ça devrait être le cas. Donc voilà, normalement, dans les jours à venir, lorsque vous allez écouter ce podcast, vous allez normalement trouver un flux Geek in World dans le podcast d'Apple, Spotify, et on va bien sûr mettre également ce podcast sur YouTube. Mais voilà, si vous aimez l'audio, n'hésitez pas à vous abonner sur Apple et Spotify. Donc, pour ce premier épisode, nous allons parler du coronavirus. Mais attention, n'ayez pas peur, on ne va pas parler de la maladie elle-même, quoique un peu, mais surtout de son rapport, des conséquences du coronavirus, le sida, et croyez vraiment beaucoup. Tu vas nous parler de la série The Witcher, produite par Netflix. Alors, d'abord, Cyril, qu'est-ce que tu en penses ? Tu penses que les médias en parlent de trop du coronavirus ou pas ? Déjà, juste ça, voilà, c'est très difficile à dire parce qu'il y a ce qu'on appelle le signe noir. Le signe noir, c'est lorsqu'un événement non probable finit par arriver, parce qu'il y a toujours une probabilité que ça arrive malgré tout. Est-ce que on est déjà dans une pandémie mondiale qui risque de se transformer en Walking Dead, en monde à la Walking Dead? Sérieusement, c'est tout à fait possible. Donc, déjà, de toute façon, ça touche déjà l'industrie tech, hein, puisque la plupart de nos appareils tech sont fabriqués en Chine. Donc, normalement, il aurait dû avoir une conférence Apple dans les 2-3 semaines à venir, et pour le moment, on ne sait pas si cette conférence, qui déjà n'était pas officielle, on ne sait même pas si elle aura lieu, parce que c'est bien beau de présenter des produits, mais si les produits, ils n'arrivent pas à les fabriquer et les mettre en boutique pour un grand nombre de clients, notamment les prochains iPad qui étaient prévus dans cette conférence, le prochain iPhone SE2 ou iPhone 9, je ne sais pas comment on l'appelle, mais tout ça, c'est fabriqué entièrement en Chine. Donc là, comme pour le moment, l'industrie est vraiment ralentie là-bas. Pas d'Apple pliable ? Non, bien sûr que non, il n'y a pas de ça. Parce que Samsung le fait, oui. Non. On va le faire. Non. Et donc, il y a déjà des salons qui ont fermé. Le fameux Mobile Congress de Barcelone qui a lieu tous les mois de février et qui présente tous les produits mobiles, est fermé. C'était pourtant le plus grand salon high-tech de l'Espagne. La plupart des geeks savent, la plupart des produits Samsung et les produits chinois sont représentés là-bas. Et là, pour la première fois depuis l'origine de ce salon, il a été annulé. Ce n'est jamais arrivé.
Alors je n'ai pas la date quand ce salon a été créé, mais voilà, et c'est pas la première, c'est pas la seule chose qui va être annulée. Là que par exemple à Londres, il y a 2, 3 semaines, il aurait dû avoir lieu pour fêter l'ouverture de Disney+, la fameuse plateforme de streaming Disney+, qui est très attendue, hein. Eh bien, il aurait dû avoir une grande fête et un grand nombre d'annonces de Disney par rapport à cette plateforme, et ça aurait dû être lieu à Londres dans 2 semaines, et ça a été annulé. J'ai l'impression que c'est grillé parce que déjà aujourd'hui aujourd'hui ou hier, je crois, Disney Plus a juste envoyé un PDF avec le contenu de tout son catalogue. Voilà. Je crois que ça va en rester là, quoi. C'est triste. Voilà. Et ça aurait dû être présenté devant les journalistes, et ça aurait dû être une grosse soirée à Londres, et il aurait dû avoir tout ça, les présentations, comme tu le dis, mais voilà, ça a été annulé. Et il y a pas mal de choses, là je vais continuer, je vais grader pas mal de choses qui ont été annulées et repoussées. Je vais d'abord m'intéresser, j'ai d'abord parlé du territoire chinois. Il faut savoir que rien qu'en Chine, moi le chiffre m'a halluciné, 70 000 cinémas ont été fermés. 70 000 cinémas, ils ont fermé. Et il faut savoir que là, à la même période, en 2019, l'industrie du cinéma chinois a gagné 1,5 milliard de dollars. Eh bien, vu que comme là, la plupart des salles de cinéma ont fermé, pour la même période, là, en 2020, l'industrie du cinéma a gagné 3,9 millions de dollars. Oui, d'accord. C'est une catastrophe, c'est hallucinant. Il va y avoir des morts hein, en Chine, pas seulement... pas seulement déjà humain, bien sûr, mais également économique. Je sais pas comment je sais pas comment ils vont faire pour s'en remettre. Bon, ils vont s'en remettre, mais pas que le cinéma chinois. Je veux dire le cinéma américain aussi qui aime bien le territoire chinois. Ah oui, mais le cinéma, oui, bien sûr, mais le cinéma, oui, mais bon. La distribution chinoise avait sauvé le film Warcraft, hein, par exemple. Hein. Oui, bien sûr. Chez chinois, le film n'aurait pas marché, hein. N'aurait pas été suffisamment rentable, par exemple. C'est pas suffisamment rentable. Il n'aurait jamais ça n'aurait jamais été un succès sans le cinéma, sans le territoire chinois. Là, Disney panique parce que je ne sais pas à l'heure où nous faisons notre podcast, la sortie du film Mulan, la version live n'a pas été repoussée, il me semble pas. En tout cas, ça se veut être la grosse production Disney là avant le film Marvel Black Widow qui sort en avril. Oui. Et donc, évidemment, vu le sujet, vu que l'actrice est assez populaire en Chine, il s'attendait à un raz-de-marée, un énorme succès en Chine. Ça va pas être le cas. Hein. Pour le moment, le film, je ne pense pas qu'il sera distribué en Chine. Ils vont forcément repousser sa distribution là-bas. Ce que j'entends, c'est que effectivement, c'est à l'automne. Tout est repoussé à l'automne en espérant qu'effectivement, et c'est tout à fait possible que la pandémie se soit arrêtée en automne. Et les journalistes et les journalistes économiques dès aujourd'hui commencent à parler d'une pas récession, mais d'une gain de l'économie. Je vais dire ça comme ça, pas avant le mois d'août, quoi. Pas avant le mois d'août, septembre. Oui. Fan de James Bond, la sortie du film a été repoussée à novembre. 12 novembre pour l'Angleterre et 25 novembre pour les États-Unis. Il n'y a pas encore de date pour la France. Mais ça me va, pour le coup, c'est une sortie normale pour un James Bond. Oui, mais à mon avis, ça ne va pas du tout pour Eon Productions et Sony. C'est clair, oui. Parce qu'ils ont déjà investi. La promo a vraiment démarré depuis un mois et demi. On voit Daniel Craig et Léa Seydoux qui font la couverture de quasiment toutes les revues. Là. Il y a un interview déjà. Il y a des produits dérivés, les montres Swatch dérivées James Bond sont sorties, la montre Omega est sortie. Il y a plein de produits dérivés qui sont déjà sortis et qui donc ne vont pas se vendre puisque le film ne sort pas. Parce que normalement les produits dérivés, les produits dérivés, le pic des ventes sont toujours en même temps que la sortie d'un film, toujours, c'est toujours le cas.
l'épidémie continue, à mon avis, ça va continuer. Hein, ça va se poser la question pour Black Widow. Ça m'étonnerait qu'en novembre... Ça va se poser la question pour Fast and Furious 9. Ça va parce qu'il faut savoir que tous ces films-là cartonnent en Chine. J'ai appris par exemple que le dernier Fast and Furious n'aurait jamais atteint le milliard de recettes sans la Chine. En Chine, le film a fait 400 millions de dollars de recettes. Il n'aurait pas atteint le milliard sans la Chine. Et non, tu vois, il peut aussi y avoir une explosion après, c'est-à-dire pour les Chinois qui vont rester vivants, je vais toujours se dire ça, je dis pas ça comme une blague, hein, c'est plutôt triste, mais bon, pour ce qui restera, lorsque le pays va redémarrer et que les salles de cinéma vont rouvrir, il peut aussi y avoir un pic de fréquentation à ce moment-là, parce que tu vois, je veux dire, il y a eu une envie, mais bon, on ne pouvait rien faire, parce que là, tout est fermé en Chine. Hein, je veux dire, on va voir les vidéos, on regarde les vidéos qui viennent directement. Ah, c'est désert. Même Arte a fini par en parler. Hein, bon. Oui. Les rues sont désertes. Mais quand ça va s'arranger, donc ça s'arrange rapidement, il peut aussi y avoir un pic de fréquentation absolument énorme. Ah oui, mais le problème c'est quand c'est ça le problème. A priori, la fin de l'année, mais bon. Bah oui, mais là, c'est une catastrophe. Il faut attendre la Chine doit attendre la fin de l'année. Si effectivement on est toujours en pleine pandémie au mois de novembre, là, je suis désolé, mais on va vers un monde à la Walking Dead ou à la Révolution, la série de J.J. Abrams. Ah, mais il y a déjà pas mal de sites survivalistes qui se mettent en avant là déjà. Et on voit déjà en France les magasins qui se font dévaliser. Moi, j'ai fait les courses, j'ai des produits que je ne trouve plus. Oui. Donc, non, c'est un réflexe qui arrive souvent, ça, c'est pas forcément symptomatique, mais bon, voilà. Ah bah si, j'ai jamais vu ça. Je fais les courses, il y a vraiment des rayons qui sont vides. Oui, bon. Moi, depuis que je suis né, j'ai jamais vu ça. D'accord. Bon. J'ai jamais vu ça, c'est une première. Mais je pense même que même nos parents qui sont nés, certains après la guerre, ils n'ont jamais vu ça. Petite précision, tu habites dans l'Oise. Hein. J'habite la Val d'Oise, ouais. Il y a un petit foyer là-bas, hein. Il y a un cluster, comme ils disent. Hein. Oui, mais moi, particulier aussi. Paraît-il que lorsqu'on parle du Val d'Oise, on ne parle pas encore de cluster pour le Val d'Oise. Non, c'est vrai, c'est juste en dessous, mais on n'est pas. Mais bon, il y a le mot de toute façon, ça peut suffire. Toute l'île de France va être impactée, hein, c'est évident dans les semaines à venir. Normalement, on devrait effectivement en phase 3, c'est-à-dire la pandémie globale. Quoi. Et d'ailleurs, dans ces clusters, les salles de cinéma sont fermées. Oui, en France aussi, on parle de la Chine, mais en France aussi, en fait. Hein. Ouais, le département de l'Oise, les cinémas et le Morbihan, les cinémas sont fermés. Pour 2 semaines. Donc, c'est la merde. Faut dire ce qu'il est. C'est tellement la merde que même alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais j'ai lu que Netflix a retiré de son catalogue le film Contagion. Donc voilà. Alors s'ils ont fait ça, c'est débile, c'est vraiment du trolling. Contagion de Soderbergh. Oui, j'ai bien compris quel film il s'agit, mais c'est du trolling de leur part parce que le film peut de toute façon, faut vraiment le vouloir pour voir ce film vu la période, mais ce qu'il décrit est assez proche de la maladie que nous avons. Sauf bien évidemment que la mortalité est bien plus accentuée dans le film qui ne l'est pour le moment chez nous. Parce que dans le film, lorsque tu l'avais, tu étais quasiment sûr de crever. Oui. Ce qui est trop, c'est qu'en Chine, je veux dire, on a affaire à des gens qui tombent raides morts. Hein. C'est rare quand même de voir ça, je veux dire, chez l'être humain. Donc on n'est pas loin de ce que montre le film. Maintenant, c'est vrai que dans le film, il y a aussi, de la même manière que l'ont fait les médias, c'est un animal sauvage qui est accusé. Si tu te souviens bien, les enquêteurs de... Oui, mais c'est pareil pour... De toute façon, la plupart du temps, c'est pas probable. De toute façon, oui, mais lorsque c'est un virus naturel, ça provient forcément des animaux. Là, c'est pas un virus naturel. Eh ben oui, c'est ça le problème. Mais si c'est naturel, par exemple, la fièvre d'Ebola, ça vient d'un singe.
Donc voilà, d'ailleurs bon, on prie que qu'il n'y ait pas une pandémie avec la fièvre d'Ebola, parce que là on est là carrément c'est la moitié de la Terre qui est foutue. Hein. Parce que la fièvre d'Ebola, c'est pas 2-3% de mortalité, hein, c'est 60 à 110%. Ouais. C'est gravissime la fièvre d'Ebola. En gros, si tu l'as, t'es quasiment sûr de pas t'en sortir. Ouais. Alors, c'est vraiment un truc atroce. Faut vraiment pas que la fièvre d'Ebola devienne un jour ou l'autre une épidémie mondiale, parce que alors là, on est foutu. C'est hyper contagieux et c'est vraiment mortel pour le coup. Et là, ça va vraiment ressembler au film Alerte avec Dustin Hoffman. Oui, il y a aussi Alerte. Ouais. Donc, voilà, j'ai terminé ma partie qui est pas optimiste, malheureusement, mais ce sont les faits. L'industrie tech, l'industrie cinéma se retrouve pour le moment dans la mouise. Et on espère que cette épidémie va s'arrêter le plus rapidement possible. Notamment, on espère, tout le monde espère, les spécialistes, vers le mois de mai, juin, avec le retour des beaux jours. Ça, oui, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que tout le monde espère. C'est que on a remarqué que cette épidémie existe dans les pays tropicaux en Amérique du Sud, mais il est très très peu vivace. Donc, on espère que ce manque de vivacité est dû justement à la chaleur. Donc, on espère que, par cause des faits, que ça soit la même chose pour nous lorsqu'arrivera l'été. Parce qu'effectivement, on est en hiver, et même si c'est un hiver assez chaud, on est quand même en hiver, et avec le retour des beaux jours, on va dire, ça peut-être. Ah, mais cette année, on n'a vraiment pas eu d'hiver. Hein. Mais en résumé, si, il y a eu un peu de neige quand même. Mais bon, en résumé. À l'Île-de-France, pas du tout. Si, il y en a eu un peu. Ça n'a pas tenu, mais il a neigé un peu. Même ici, là, moi je suis dans les Hauts-de-Seine, il a neigé un peu. Ça n'a pas tenu, mais il a neigé. Okay. En résumé, pour conclure, on peut quand même dire une chose, c'est que ce qui met. Là, cette crise sanitaire, on va dire ça comme ça, met en évidence, c'est que, effectivement, on a besoin du marché chinois de toute façon, dans tous les domaines. Je veux dire, là, on a parlé de cinéma, mais il y a aussi, on se rend compte aussi à quel point, il y a eu, à force de désindustrialiser, on va dire, la France et les pays occidentaux le plus possible en Chine, on a carrément des produits pharmaceutiques qui, en fait, se fabriquaient en Chine. Et il y a une pénurie de pas mal de médicaments en ce moment dans les pharmacies parce que ça vient de Chine et que tout est coupé là-bas maintenant. Donc, ça met ça en évidence, en fait, à quel point le monde occidental, au moins, était tributaire de la Chine. Écoute, on peut maintenant dire que la Chine est la première puissance mondiale maintenant. Oui, mais on peut le dire. Ça fait quand même quoi ? Ça fait 2 ans que j'entends ça normalement. Enfin, que ça devrait se savoir. Que c'est plus les États-Unis, c'est la Chine qui est la première puissance mondiale. La Chine possède la dette américaine. Je veux dire, c'est aussi. Et donc là, on voit lorsque la Chine est malade, et le monde éternue. On pourra résumer ça comme ça. C'est vrai. Donc, on va passer à ta partie The Witcher. Alors, je dis, j'ai pas vu la série, j'ai pas lu les livres, j'ai jamais joué aux jeux vidéo, je ne connais rien, donc je t'écoute religieusement. Moi-même, de plus que ce que Captain Popcorn ou je sais plus qui d'autre en a parlé. Il y a pas mal de vidéos YouTube françaises et puis pas mal d'interviews aussi et de featurettes qui ont été faites. Il y a la chronologie et en fait, moi quand j'ai regardé la série, j'ai très rapidement fait. J'avais rien regardé de tout ça. Hein. J'avais rien regardé de bonus, je m'étais pas renseigné, je me suis pris la série dans la gueule en connaissant pas grand chose, un petit peu les jeux vidéo. J'ai tout de suite remarqué cette chronologie, on va dire déphasée, et j'ai tout de suite pensé à la référence Nolan. Parce que j'ai déjà dit dans les vidéos qu'on a faites ensemble à quel point je suis quand même impressionné, voire fan de Nolan. Quelqu'un dont la thématique est le temps. Son obsession dans les films, c'est le temps.
moi, j'ai fait le rapprochement en voyant The Witcher, j'ai fait tout seul. C'est comme dans Dunkerque. C'est-à-dire qu'on a 3 temporalités différentes et qui ont leur rythme à eux. C'est-à-dire ces 3 temporalités ont leur rythme de narration propre. C'est ce que Nolan fait dans Dunkerque. J'étais content de ma trouvaille, je me suis dit tiens, je vais parler de ça, et en fait, je vais voir des interviews, en fait non, c'est parfaitement compris depuis longtemps, c'est officiel. La scénariste Lorraine Isrich, la créatrice, enfin l'adaptatrice et scénariste, showrunner du show, Lorraine Isrich l'a dit carrément, elle s'est inspirée de Dunkerque. Alors pourquoi elle a fait ça? C'est parce que en lisant les bouquins, c'est d'abord une fan, la scénariste Lorraine Isrich, est d'abord une fan des bouquins de Andrzej Sapkowski. Andrzej Sapkowski, c'est l'auteur polonais des bouquins, qui est l'équivalent de George Martin en Pologne, en fait. Il est vraiment traité comme ça. Ce qui n'est pas juste, parce qu'en fait, il a commencé à écrire ses romans 4 ou 6 ans avant le premier Song of Ice and Fire. Je peux commencer le Trône de Fer, quoi, en français, mais Song of Ice and Fire, les romans de George Martin ont été édités après ceux d'Andrzej Sapkowski. C'est pas qu'il est précurseur dans l'Heroic Fantasy, bien sûr, mais bon, c'est dommage de dire qu'il vient après, c'est dommage de dire qu'il est influencé par Game of Thrones, en réalité c'est l'inverse. En tout cas, Lorraine Isrich est une fan des romans, et ça lui disait pas trop au départ d'adapter tout ça, mais elle s'est dit, en fait, j'ai de quoi m'attacher à 3 personnages dans tous ces romans, et comme elle le dit elle-même, influencée par la narration à la Nolan, particulièrement dans Dunkerque, je vais choisir 3 temporalités différentes. En fait, voilà, donc j'ai découvert que c'est dit parfaitement officiellement. J'étais fier de ma trouvaille, mais en fait non, ok. Mais en tout cas, j'étais sur la bonne piste. C'est bien ça. J'ai aussi entendu dire que l'auteur Andrzej Sapkowski s'en foutait complètement, en fait, de tout ce qui se faisait. Il s'en fout complètement des jeux vidéo, il s'en foutait complètement de cette série. Moi, je suis désolé, c'est faux. Moi, je tombe sur une vidéo d'une interview entre Lorraine Isrich et Andrzej Sapkowski, où il est... alors, peut-être qu'il fait le gentil, mais je veux dire, faudrait savoir, quoi, pourquoi on a dit qu'il s'en foutait. Où il dit qu'il est absolument ravi que cette adaptation existe et qu'il a hâte de voir le résultat. Et on le voit en plus sur le tournage, en train de manipuler les épées qu'il a créées. Donc non, on a affaire à un auteur, à l'auteur de roman qui est impliqué. Je ne sais pas s'il est impliqué dans la production, mais il est impliqué dans le tournage, quoi. Il est présent sur le tournage. C'est vraiment l'inverse de tout ce que j'ai entendu sur lui, quoi, pour l'instant. Ça m'a surpris. Alors après, beaucoup disent que c'est une fausse bonne idée de raconter cette histoire selon 3 temporalités différentes. Est-ce que tu peux nous expliquer les temporalités? Parce que pour moi, tu l'as pas encore fait. C'est compliqué parce que c'est compliqué de parler dans le vide. Si on n'a pas vu la série. Oui, mais explique avec les personnages. Rien, c'est pas vu la série. Il y a 3 gros personnages. Donc il y a Geralt de Ville, donc joué par Henry Cavill, qui est fan des jeux vidéo Witcher, qui y a joué et qui a fait le forcing pour jouer dans la série, en fait. Je veux dire, à l'époque, tout le monde, enfin les joueurs auraient voulu que ce soit Mads Mikkelsen qui joue The Witcher, mais en fait Henry Cavill, il n'a jamais été question que ce soit quelqu'un d'autre. Henry Cavill a vraiment fait le forcing. Bon, en contrepartie, je crois que c'est son frère, Mads Mikkelsen, qui joue dans le film. Il joue le rôle du magicien méchant, en fait. Il se trouve que c'est le frère de Mads Mikkelsen. Donc on a une histoire. L'histoire principale, bien sûr, c'est The Witcher, le sorceleur en français. Geralt, Henry Cavill, propre temporalité, c'est-à-dire qu'on le suit. Donc on est constamment sur la fausse piste qui consiste à nous faire croire que le temps présent de narration, c'est celui du sorceleur. En fait, non. Alors attention, qu'est-ce que c'est que le temps de narration? Le temps de narration, c'est le temps présent. C'est-à-dire, il faut arriver à déceler ce qui est de l'ordre du flashback et de l'ordre du présent dans ce qu'on voit. C'est-à-dire que ce qui est très compliqué à comprendre, parce qu'on n'a aucun indice, je veux dire, jamais il y a d'intertitre qui nous dit, là on est 30 ans avant, on est 5 ans avant, non, pas du tout. Tout est montré, si c'était montré en parallèle. C'est-à-dire qu'on suit les aventures du sorceleur, mais on suit aussi les mésaventures de la sorcière,
Je suis désolé, j'arrive pas. Je crois que c'est Freya, mais je suis pas sûr. La sorcière qui est complètement bossue. Vraiment, c'est des spoilers. Hein, je suis désolé, mais la sorcière qui est complètement bossue au début du film et qui en veut au monde entier à cause de ça et qui découvre parce qu'elle ne le savait pas, et elle se découvre des pouvoirs absolument immenses qu'elle développe de plus en plus et qui explose à la fin de la saison. Et surtout, elle change physiquement, c'est-à-dire d'une bossue fermière moquée par tout le monde, jetée dans la boue. Elle devient en plus une sexuelle, vraiment. Je veux dire. Enfin, ça va jusque là, parce qu'elle elle manipule aussi par le sexe, et elle en veut au monde entier. C'est-à-dire, en gros, elle veut croquer le monde, elle veut que le monde lui appartienne, et elle utilise ses pouvoirs. Elle se rend même pas compte de manière assez malveillante, juste pour son ego. Elle se rend compte à la fin de la saison. Donc, on a son temps de narration à elle, et on a le temps de narration de, j'allais dire Circé, ou Circé c'est plutôt la sorcière, de Siraya, je sais plus quelle est. Je crois qu'on l'appelle Ciri. Je crois qu'on l'appelle Ciri. Hein. Ciri, oui, tout à fait, Ciri. Et là, tu as ton téléphone qui non. qui réagit, il dit oui, ok, Serge. Non, cherche-moi The Witcher. Donc Ciri, oui, effectivement. Et là, ce sont ses mésaventures aussi, c'est-à-dire que Ciri, elle, son aventure, c'est qu'elle perd sa famille. C'est une princesse qui vit la vie de château, et elle se fait attaquer. Prend petit à petit, là je vais pas rentrer dans les détails parce que là c'est aussi compliqué Game of Thrones, mais elle se fait attaquer par une contrée ennemie, alors que cette attaque n'était pas prévue. Ils étaient censés faire ami en fait, et en fait non. Du coup ils subissent une attaque surprise, et elle perd ses parents, elle perd toute sa famille, et elle suit une prophétie qui dit qu'il faut qu'elle trouve le sorceleur. Donc elle, sa quête, c'est qu'il faut qu'elle se retrouve une famille en la personne du sorceleur, parce que c'est sa mère qui jouait dont l'actrice jouait dans Game of Thrones. Il y a beaucoup d'acteurs qui jouaient dans Game of Thrones, hein, d'ailleurs. Même le coordinateur des cascades de Game of Thrones, qui avait un rôle dans Game of Thrones, et le coordinateur des cascades, c'est lui qui a entraîné Henry Cavill. Donc il y a vraiment un lien. Je veux dire, si ça ressemble à Game of Thrones, il y a des raisons précises aussi. Hein. Ils ont été chercher aussi la qualité de Game of Thrones. Donc où j'en étais à Ciri, donc il y a la recherche d'une nouvelle famille en tant que le sorceleur de la part de Ciri. Or, ces trois histoires sont montrées en parallèle. Donc on a l'impression que tout se passe en même temps quand c'est un montage parallèle. On a l'impression que tout se passe en même temps. Alors moi, donc effectivement, les trois personnages dont je viens de parler se rencontrent à la fin. Mais au bout disons 2 épisodes avant la fin, là on comprend radicalement que ça ne peut pas être du tout, que ces événements-là ne peuvent pas se dérouler dans la même époque. On a carrément 30 ou 50 ans entre l'histoire de Ciri et l'histoire du sorceleur. Non, pardon, puisque Ciri est toujours jeune. Mais on rentre pas dans les détails. C'est compliqué, tu vois. On nous parle des parents de Ciri. Donc la temporalité, c'est quoi? Parce que moi, il me semble que Ciri, c'est le présent, si j'ai bien compris. Voilà, exactement. C'est ce qu'on. Et les deux autres, c'est quoi? C'est 20 ans, 30 ans après? C'est quoi exactement ça? C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'inverse de ce que je viens de dire. Parce que ça fait un petit moment que je l'ai vu, il fallait que je m'en souvienne. En fait, le temps présent de narration, c'est Ciri, parce que précisément, elle reste gamine du début à la fin. Du genre 12 ans, quoi. Et Kevin, c'est combien d'années avant et le sorceleur ne vieillit pas. Il a des pouvoirs. Le sorceleur, il faut dire 2-3 mots. Le sorceleur, en fait, c'est un personnage qui ne vieillit pas. C'est un mutant, c'est pas un humain, c'est un monstre. Henry Cavill le présente lui-même comme ça dans une interview. C'est que les sorceleurs, ce sont des gens qui font croire au monde qu'ils n'ont aucune humanité pour impressionner. Mais c'est une légende qu'il, au pluriel, même s'il ne reste que lui, les sorceleurs aiment bien alimenter. Parce qu'en fait, évidemment, ce sorceleur, en fait, il va faire croire qu'il est sans pitié. Et effectivement, dans certains combats, il est sans pitié. Mais en fait, non, on a bel et bien affaire à un héros. C'est-à-dire que le sorceleur, c'est quelqu'un qui est censé débarrasser le monde des monstres. Ok. Et là, on est dans ce que. Oui. D'accord, mais tu réponds pas à la question. Je te demande la temporalité. Donc Ciri, parce que la partie c'est ça. Hein, là, tu vas un peu loin là. Le sorceleur, il est potentiellement
immortel, dans le sens où il ne vieillit pas, en fait. Donc, effectivement, il se passe 30 ou 50 ans. Ah oui, mais c'est ça que je veux savoir. Je veux ça précisément. Parce que il est présent déjà en tant que sorceleur, avec l'apparence qu'il a, face aux parents de Cyril lorsqu'ils sont très jeunes. Et lorsque Cyril voit enfin le sorceleur, alors qu'elle n'était pas née quand il a rencontré ses parents, c'est toujours Henri Cavill qui n'est pas vieilli. Bon voilà. D'accord. Et la sorcière, alors ça se passe encore avant? Ça se passe encore avant ou le temps présent? Attends, le temps présent de narration, c'est bel et bien Cyril, mais le temps de narration du sorceleur se déroule durant 30 à 50 ans. Et le temps de la sorcière est beaucoup plus parallèle au présent de Cyril, mais elle est prise encore auparavant. Donc ce que ça veut dire en fait concrètement, c'est qu'il y a beaucoup d'ellipses qu'il faut comprendre et qu'il faut prendre telles quelles dans l'histoire qu'on nous a racontée du sorceleur. Il y a beaucoup de sauts dans le temps et beaucoup d'ellipses, de choses qu'on ne voit pas dans son histoire, d'un épisode à l'autre. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que le temps avance beaucoup plus pour le sorceleur que le temps n'avance pour Cyril, qui est son temps d'action en fait est beaucoup plus réduit. C'est quasiment comme 24 heures quoi. Son périple est suivi beaucoup plus présent quoi, beaucoup plus au présent. La narration de la sorcière donc il faut voir tout son développement et donc ça se déroule sur je dirais une dizaine d'années effectivement oui voilà. Donc et tout ça en parallèle. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que oui, mais pas parallèle non, enfin dans le temps non, c'est pas montré de manière parallèle. Oui, c'est montré. Non, dans l'action, c'est montré. Oui, mais pas le temps, attention, pas le temps. On passe de l'un. Oui, c'est ça qu'il faut comprendre tout ça. Oui, mais c'est ça qu'il faut. De l'un à l'autre sans nous le dire. Voilà. Mais c'est l'action, la narration est parallèle, mais chronologiquement, ça ne l'est pas du tout. Voilà. Ça, franchement, il faudrait que j'en fasse une vidéo de moi-même de ça, pas forcément pour parler de The Witcher, mais d'autres exemples, comme toi tu l'as fait un peu pour 1917 avec tes plans séquences. J'ai envie de parler des différents films, pas forcément dans The Witcher, dans lesquels il y a des temps de narration qui sont pas les mêmes. Il y a pas que Dunkerque quoi. Mais c'est chaud hein, de montrer ça et de comprendre ça en fait sans prévenir. En plus, c'est vrai que c'est compliqué. Alors certains disent que c'est une fausse bonne idée, carrément. C'est quand même aller vite en besogne de critiquer ça comme ça. Parce qu'apparemment, maintenant je connais pas les romans, mais apparemment c'est ce qui est le plus conforme, faire ça comme ça, c'est ce qui est le plus conforme au roman, la manière dont le raconte Andrzej Sapkowski. Donc c'est pas forcément une fausse bonne idée. Je veux dire, si c'est une adaptation de ce roman, les romans, le premier roman, ce sont des nouvelles. Oui, il le dit, oui. Andrzej Sapkowski donc, dit que... de toute façon, les intrigues étaient déjà séparées, puisque ce sont des nouvelles. Séparés mais faisant partie du même monde, c'est-à-dire qu'Andrzej Sapkowski raconte qu'il l'a un petit peu fait à la Tolkien, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile quand on n'est pas connu de se faire éditer en tant que short story, donc en tant que nouvelle fantastique, même si il avait une idée derrière la tête et que ça faisait partie du même monde, que d'en faire un roman. Et pareil dans les romans, je crois qu'on le comprend pas tout de suite que ce sont des nouvelles parce que c'est construit comme chapitre. Oui, exactement. C'est-à-dire que dans les romans, lorsque tu l'achètes, c'est pas écrit. Lorsque tu l'achètes, c'est pas écrit que c'est un recueil de nouvelles. C'est considéré comme un roman, mais lorsque tu le lis, tu te rends compte que c'est un recueil de nouvelles. Donc c'est assez vicieux. Hein. Pourtant, donc c'est fait exprès. L'écrivain a voulu lui-même qu'on se perde. L'écrivain a fait exprès. Donc, oui, tout à fait. Oui, voilà. Mais je veux dire, c'est ça fait un moment quand même. C'était dans les années 90. Donc, ceux qui connaissent les romans le savent. Hein, ça leur pose pas de problème. Mais moi, je trouve que c'est quand même assez couillu. De la part de Netflix, d'avoir donné carte blanche à Lauren Hissrich, de faire ça comme ça, de parier à ce point-là à fond sur l'intelligence du spectateur, parce que malgré tout, je trouve que ça fonctionne. C'est-à-dire que si on s'accroche et qu'on va jusqu'au bout, effectivement, on a le retour payant, on va dire, dans les deux derniers épisodes, on comprend enfin. Par contre, c'est vrai, je comprends certaines critiques qui sont dites, qui nous disent que le périple de Cyril n'est finalement pas si intéressant que ça, parce que oui, bon, on comprend rapidement que c'est une gamine qui est élevée dans la soie et qui se retrouve dans la gadoue du jour au lendemain. Pour beaucoup, le meilleur segment, c'est celui de la sorcière. Le meilleur segment, le plus impressionnant, c'est celui de la sorcière, parce que en fait, elle a le périple inverse de Cyril, c'est-à-dire qu'elle est née dans la fange et elle gagne en puissance, en pouvoir. Et tout le monde dit que c'est le personnage le plus intéressant de la première saison. Oui. Ouais. Par contre, ce qui est intéressant, là, je peux le dire, c'est le sens
qu'on comprend en direct dans la série, et qui est vachement intéressant d'épisode en épisode. C'est vraiment ça que ça veut dire. C'est que finalement, les monstres, c'est les humains. C'est-à-dire que très souvent, le sorceleur finit par ne pas tuer le monstre et à faire comprendre aux humains que c'est eux les monstres. À avoir peur, avoir une peur irrationnelle de ces monstres qui ne sont en fait absolument pas dangereux. Ça pousse très très loin. Là, par contre, je ne vais pas spoiler, mais il pousse ce concept très très loin au cœur de D'accord. Donc, pour terminer, globalement, tu as aimé le spectacle ou pas? On termine vite fait. Bien sûr, maintenant, une autre chose pour terminer, c'est que... Les effets spéciaux, les décors, les costumes... Il n'y a pas de problème avec ça. Oui, attends. Il y en a qui trouvaient que c'était un peu cheap de temps en temps. C'est n'importe quoi. Ça, je vais dire après pourquoi. Je sais pas. D'abord aussi, pour dire la politique dans cette série, c'est pas compliqué ce que je vais dire. C'est pas du tout aussi compliqué que dans Game of Thrones. Le truc qu'il faut comprendre, là, c'est une clé pour comprendre. Je spoil pas, c'est que on vit. Il vaut mieux même le comprendre très tôt dans la série pour bien comprendre ce qu'on voit. Il y a une caste de sorciers qui manipule la politique. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a les politiques, il y a les rois, c'est les rois telets, les rois qui essaient de se gagner en influence et de faire des conquêtes de territoire, d'accord, mais ils sont largement influencés par les sorciers. C'est-à-dire que les rois sont un petit peu les marionnettes des sorciers. C'est le truc qu'il faut comprendre tout au long, en fil rouge en fait, de la saison. Ça, moi je trouve ça vachement original de nous dire ça. Ça, c'est pas vraiment présent dans Game of Thrones, c'est un peu présent dans Game of Thrones avec la sorcière rouge. Mais là, c'est vraiment, vraiment énorme à comprendre dans cette saison de The Witcher. Alors maintenant, pour dire si c'est cheap ou pas, pour le coup, la comparaison, la première saison de Game of Thrones était cheap. Là, il faut savoir une chose quand même, c'est qu'on est à 8 millions de dollars par épisode. Il y a 10 épisodes ou 9 épisodes. Je veux dire, on est sur un budget de blockbuster, en fait. Je veux dire, si en tout, c'est 80 millions, non, faut arrêter de se dire. On peut pas comparer avec la première saison de Game of Thrones. Game of Thrones, il n'y avait pas d'action dans la première saison. Non, je suis d'accord avec Game of Thrones. Ce qui est le cas de The Witcher, qui normalement, il y a pas mal d'action. Game of Thrones a suivi les plâtres, puisque c'est la première fois qu'on voyait de l'heroic fantasy d'une telle ampleur à la télévision avec Game of Thrones. Il a essuyé les plâtres. Ok, la première saison. Il n'y a pas d'action. Voilà, il n'y a pas d'action, il fallait poser les choses, mais il faut passer la première saison. Ok. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est cheap un peu dans la première saison, dans les décors, dans les châteaux. On sent que c'est des maquettes, hein. Comme dans Sacré Graal. Non, c'est pas à ce point-là quand même. Mais et c'est pas des maquettes, c'est du matte painting. On sent un peu ça, et ça s'améliore beaucoup hein, dans Game of Thrones. Là, dans The Witcher, non. Les décors sont magistrales. Je sais pas si on dit magistraux, c'est moche, peu importe. Là, les décors sont magnifiques. Dès le départ. Les décors sont magnifiques dès le départ, ils sont tous originaux en fait, c'est authentique et c'est original ce qu'on voit. C'est-à-dire ça ressemble vraiment pas à Game of Thrones ce qu'on voit, hein. Dans les décors, dans les ambiances. Là non, je suis pas d'accord pour dire que ça ressemble à Game of Thrones. Quand même que l'image, il y a souvent le brouillard pour pas qu'on voit autour des personnages. Enfin, ouais, ça donne une ambiance. Je crois pas que ce soit pour ça, c'est que ça donne une ambiance. Je sais pas. Il y a des choses qui sont beaucoup plus. Tu sais, c'était tourné en décor réel, c'est tourné à Vienne, en Autriche quoi. C'est tourné dans des décors autrichiens. Enfin, beaucoup, je crois que c'est tourné je crois que c'est tourné surtout à Prague, hein, je crois. Mais bien sûr, mais Prague, c'est les studios. Il y a un petit peu, mais c'est connu très officiellement cette série pour avoir été tournée en décor réel pour quelques villages par exemple qui font très médiévaux en Autriche. Donc il y a beaucoup plus de décors réels qu'on ne le pense. Donc pour toi, la série, ça fait niveau pas spectacle, c'est top. Ah même il y a des plans séquences qui sont même absolument tuants, bien sûr. D'accord. Pour dire un mot aussi, la raison pour laquelle certains ont pu être gênés par les monstres en quelque sorte, c'est parce qu'ils ont aussi un design original et même assez flippant des fois. Hein. C'est même assez glauque. Je veux dire une araignée à tête humaine par exemple, un humain monstre. Je ne peux pas en dire trop, mais je crois que c'est ça le truc, c'est que le design des monstres est très dérangeant en fait. C'est pas du tout que c'est cheap, c'est que c'est très dérangeant. Ils sont très dérangeants. Le design est très dérangeant. Ils sont très je trouve, hein, mais voilà. Okay. Un mot quand même sur Henry Cavill. Henry Cavill, aucun problème, hein, ça le fait. Pour être encore plus impressionnant, il s'est entraîné à baisser encore plus la tonalité de sa voix pour que ce soit encore plus grave. Il y a certaines de ses expressions qui sont déjà cultes, comme il fait ça souvent. Et fuck.
carrément. C'est-à-dire que quand on voit Witcher, Henry Cavill qui à un moment dit fuck, là il va y avoir de la baston et ça va être trash. Parce que ça le fait chier. Quand le personnage, ça le fait chier de se battre. Ok, bon, en tout cas, pour notre premier épisode, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais moi, il me semble que ça a duré 1 heure, là. Je sais pas le plus vite possible, pourtant. Mais donc, voilà. Je crois que c'est 1 heure. Mais bon, voilà, c'est notre premier épisode, on va se roder. Donc, j'espère que vous l'avez apprécié. Donc, dites-le nous. Donc, je pense que il y a des commentaires. Je pense qu'il y a une catégorie de commentaires, même pour les podcasts. Donc, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez aimé ou pas. Donc, on se rappelle, c'est la première fois que on fait un podcast audio, donc on va se roder pour les prochains. Donc, soyez indulgents, que ce soit au niveau du son et au niveau du rythme. Donc, on espère que vous avez globalement apprécié ce podcast. On vous rappelle que c'est un complément à la chaîne YouTube Geekinware, donc abonnez-vous à ce podcast sur les plateformes Spotify et Apple, et également sur YouTube, mais c'est aussi un complément à la chaîne YouTube, donc abonnez-vous à la chaîne YouTube. Sur YouTube, si vous aimez bien nos tronches, allez-y. Voilà, donc... on ne voit pas. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner et puis on espère rapidement à vous retrouver une prochaine fois. Allez, bye. Voilà.